Salut, c'est Alexis et vous écoutez un épisode du podcast de Contournement dédié au no-code francophone. Justement, comme on veut pas que notre podcast s'arrête aux frontières de la France, on va essayer d'aller voir en Suisse un petit peu comment ça se passait là-bas. Et pour cela, on a invité Daniel Abébé, qui est le créateur des premiers meet-up no-code dans le pays et qui anime du coup la communauté depuis 2019. Alors il a aussi lancé son agence d'accompagnement de créateurs de start-up et il utilise ses compétences no-code pour pousser ses propres projets. Bref, c'est un vrai no-codeur comme on les aime. Alors les conditions audio étaient pas optimales, mais si vous vous intéressez au no-code, je pense que vous apprécierez nos échanges. Alors bonne écoute. On va voir ce qui se passe. Ok, et bah écoute, ça doit enregistrer. Tu m'entends toujours, c'est bon ? Parfait. Alors, salut Daniel, merci de te joindre à moi pour cet épisode. Donc toi, tu es un entrepreneur, un no-codeur qui est suisse. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés par les internets, un petit peu par les hasards des recherches, etc. Quand j'ai vu que tu faisais des meet-up en Suisse, je me suis dit que j'allais te contacter pour savoir un petit peu ce que tu faisais. Donc tu vas nous raconter tout ça. Tu fais pas mal de choses différentes, notamment tu animes cette communauté du no-code en Suisse, tu as lancé des projets, tu vas nous parler de tout ça évidemment. On va parler aussi un petit peu de cette situation particulière qu'on vit puisque on est tous les deux confinés chez nous, mais on va voir aussi que peut-être le no-code là-dedans peut justement nous permettre de faire des choses. Et notamment tu vas nous parler d'une initiative que tu as lancée qui s'appelle Ensemble 19. Donc ça tu vas nous raconter un petit peu ça, une initiative que tu as fait en no-code. Et voilà, en gros un petit peu le programme de cette émission. Alors écoute, je te propose pour commencer de te présenter tout simplement. Ouais, avec grand plaisir. Premièrement, merci beaucoup de m'inviter. C'est hyper cool pour moi d'être là. J'ai écouté plusieurs de tes épisodes. J'adore ce que tu fais. Puis j'adore le fait qu'il y ait d'autres personnes qui essaient de faire bouger les choses dans le monde du no-code. Qui est un monde déjà qui bouge hyper vite en fait. Ouais, alors en deux mots, je suis Daniel Abébé, basé à Fribourg, une petite ville en Suisse, pour ceux qui ne connaissent pas, près de Berne, la capitale. À la base, je viens du monde de la banque. J'ai travaillé pour le Crédit Suisse, qui est une des plus grandes banques en Suisse avec l'UBS pendant quelques années. Avant d'avoir essayé de lancer ma première startup, c'était en 2013. C'était une idée assez standard. C'était un marché pour les DJ et les chanteurs et les groupes de musique pour qu'ils puissent se faire booker par des boîtes de nuit puis des event managers. Et comme tout entrepreneur, à la base, on se dit ok, on a l'idée, du coup, il faut juste créer la plateforme, puis après, il y a tout le monde qui va arriver et on va se faire beaucoup d'argent, tout va bien se passer. Du coup, comme un débutant, ce que j'ai fait à l'époque, c'était, je savais pas coder, du coup, je suis allé voir une agence. Et premièrement, une agence, ça peut coûter cher, mais une agence suisse, ça coûte très très cher. Et à l'époque, j'avais payé pour 35 000 francs à peu près pour lancer cette plateforme. Et ça fait combien en euros à peu près, parce que j'avoue que je connais pas vraiment la conversion. C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, je crois que l'euro, il est pas tellement en forme. Je crois que c'est presque du 1 à 1 à vrai dire. Mais à l'époque, c'était un peu moins. Du coup, c'était 30 000 quelque euros, part je pense, autour de 30 000 euros. Ouais, d'accord. Ok. Donc énorme pour mon âge. J'avais quoi? J'avais 23 ans à l'époque. Et puis, en fait, si tu pars avec l'idée qui est faite qu'il faut juste lancer la plateforme pour réussir, ce que j'ai fait, c'était les choses les plus bêtes, c'est que j'ai pris un crédit, j'ai pris l'argent à mon frère, j'ai pris l'argent à des amis, j'ai pris tout ce que j'avais moi après avoir travaillé 3-4 ans en banque et j'ai mis ça pour payer l'agence. L'agence a délivré le produit quelques mois en retard. Mon runway était déjà dead, j'étais déjà en faillite alors qu'on n'avait pas lancé l'entreprise. Et puis c'était vraiment l'erreur du débutant quoi, de lancer une plateforme avec autant peu de savoir sur le marché. Et puis ça, c'était la première en fait histoire pourquoi maintenant je suis à fond dans le no-code. Ça a commencé en 2013, c'est pour ça que j'en parle. Et suite à quoi, après, je suis parti dans le marketing digital. J'ai fait un petit peu mes expériences dans le marketing digital. J'ai travaillé pour des startups. J'ai pris la direction d'une startup dans la finance à Zurich. Et c'était depuis 2013 quand j'ai traîné dans le monde des startups, mais toujours avec cette grosse frustration en fait que je savais pas coder. Et c'est en 2016 qu'un ami m'a envoyé des fake Twitter, je crois que ça s'appelle.
que RDev avait fait à Not, l'époque. not, not real Twitter. Ouais, Not Real Twitter. Et ça, Ça, c'est c'était, RDev qui a fait ça? ouais, c'était RDev, c'était Ah, ok, je Vlad. savais pas. C'était Vlad de D'accord. RDev qui avait fait ça. Ah, ok, c'est drôle, c'est marrant, parce que nous, on en parle souvent de cet exemple un petit peu pour montrer les possibilités de Bubble, mais je savais pas que c'était eux. Donc, Ouais, ouais. on parlera d'RDev après, peut-être un petit peu, enfin, Ouais. juste pour resituer, mais je te laisse finir, désolé. Non, non, mais en fait, c'est ce jour-là, il m'a envoyé ça, il m'a dit, hey, regarde ça, ça a été fait sans coder. Et quand j'ai vu ce truc, quand j'ai vu que c'était, pour moi, en tout cas, pour l'utilisateur, la même chose que Twitter, c'est là que j'ai compris, en fait, le potentiel du no-code. Et puis, c'est là que je me suis dit, OK, il faut que j'apprenne à créer du software avec du no-code. Et Et donc, depuis, en fait, je suis à fond dessus, quoi. Mais c'est vraiment ce fake Twitter qui a fait que j'y ai cru. ok, c'est marrant. Et donc, vraiment, ton idée, c'était de t'autonomiser et pour pouvoir lancer tes projets sans être dépendant d'une boîte, quoi. Un Voilà, peu par exactement. rapport à l'expérience que tu avais eue. Exactement. Alors depuis toujours, en fait, moi je me considère comme un entrepreneur dans l'âme, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un job, ou bien j'ai toujours été dans des startups, même si c'était des startups très excitantes, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Moi, je voulais plus aller dans la direction de la liberté, travailler plutôt seul ou en petite équipe, avoir des petits projets, et puis être indépendant plus que le fait d'avoir un job dans une grande boîte dans l'innovation. Donc le no-code en fait c'était pour moi c'était un petit peu la porte pour ces possibilités-là. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça hyper excitant dès le début quoi. Ok. Alors, en termes d'outils, donc tu as commencé par Bubble. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as utilisé d'autre enfin, et peut-être après, si tu peux nous parler aussi justement de projets que tu as fait en no-code Ouais, en, au début un peu de ta carrière de no-codeur, j'ai envie de dire. ouais, bien sûr. Écoute, en fait, à la base, j'avais commencé, c'était un truc qui s'appelait Huggy List. Et puis, c'est ça, c'était en 2016, je crois, 2017 par là. Euh, C'était le premier projet no-code que j'avais. C'était une plateforme de recommandation, un peu comme TripAdvisor, mais uniquement entre personnes qui se connaissent. Donc, c'est vraiment juste les liens directs qui comptent. Et tu avais le droit seulement de recommander une chose par catégorie, en fait. Donc, c'est vraiment un petit peu une idée juste pour avoir disons, une liste de restaurants que tu adores, qui n'est pas spammée par des gens que tu connaisses pas. Ça, j'avais monté avec Bubble à l'époque. Et du coup, c'était une plateforme web, mais aussi iOS ou Android, enfin les deux. Et, euh, et ça, c'est tout avec Bubble, du coup. Il faut juste imaginer le fait. Je parle de ça comme si c'était normal, mais pour moi, c'était incroyable parce que, 6 mois avant, il y avait juste pas moyen que je fasse un projet digital moi-même. Et tout d'un coup, je suis là en train de développer une app iOS et puis Android, et ça, c'était complètement fou. Donc ça, c'était le premier Parce que ça, projet. tu l'as précisé, mais donc t'as pas du tout un background technique, tu savais pas faire de dev, t'avais jamais. Ah non, ça va plus loin que ça. Les gens rigolaient quand j'essayais de comprendre ce qui se passait derrière la machine. C'était un running gag un petit peu au bureau. Je crois même qu'il y avait un moment où on m'avait fait des fausses cartes de visite qui étaient écrites Daniel ABB, back-end developer. Donc c'était vraiment genre, D'accord. ouais, c'était vraiment, je suis l'opposé de celui qu'on attend quand on pense à quelqu'un qui développe du software. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que moi, ça m'a choqué. Et puis d'ailleurs, ça choquait tout mon entourage, en fait. Quand je montrais la plateforme, puis qu'ils me disaient, ouais, comment t'as fait ça? Qui c'est qui a fait? Et je leur disais, c'est moi qui ai fait. À chaque fois, il y avait la même réaction. C'était tout le temps, quoi? Comment c'est possible? Tu comprends rien à tout ce qui est développement web. Et à chaque fois, bah, je parlais de Babel, je parlais du no-code, je parlais de ce qui est possible. Et c'est là, en fait, que j'ai vu que c'est un monde que les gens ne connaissent pas encore. Ils voient pas le potentiel qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je me suis dit, OK, faut que je parle plus de ça. Et c'est là, en fait, que j'ai décidé de lancer la communauté en Suisse avec des meet-ups et puis de la formation. Ok, bah justement, alors parle-nous un petit peu de ça. Comment est-ce que tu t'y es pris justement pour lancer cette communauté? Moi, c'est comme ça que du coup, je t'avais découvert par Meetup. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça a été un peu ta démarche justement pour lancer ça? Ouais. Écoute, ça, c'était une discussion avec ma copine, en fait. J'étais à un point où en fait, je vivais à Berlin pendant une année.
Et puis après, j'étais parti vivre aux States. Dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais rester à San Francisco parce que c'est la ville où il faut être pour les startups. Je suis arrivé là-bas. Après 2 mois, je me suis dit, il n'y a pas moyen que je reste là-bas. San Francisco, pour beaucoup, c'est soit tu adores, soit tu t'aimes pas du tout. Et puis, moi, Hmm. j'aimais pas du tout San Francisco. Je voulais rentrer à tout prix. Je suis rentré en Suisse. Je suis rentré en Suisse, puis j'étais là avec ma copine et je me suis dit, putain, je sais pas ce que je fais ici, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Et en fait, après, peut-être que ça aide, que c'est une psychologue, mais on a parlé un petit peu de quelles étaient mes motivations, puis ce que j'aimais vraiment faire. Et c'était évident pour moi, ce que j'adore faire tous les jours. Une chose qui, quand je suis en discussion avec des entrepreneurs, avec des gens qui ont des idées, avec des gens qui parlent avec la passion d'un projet ou quelque chose, le temps, il passe tellement vite. C'est vraiment un truc que j'adore faire. J'adore discuter d'idées, brainstormer, mettre des ambitions assez élevées, et puis dire, OK, on va travailler 3 jours dessus, une semaine dessus, un mois dessus, 6 mois dessus, et on va faire en sorte que les choses changent, etc. Et je me suis dit, bon, j'ai envie de faire ça. Après, elle m'a demandé, OK, comment tu peux faire plus de ça? Je me suis dit, bon, il faut que je travaille plus avec des entrepreneurs, il faut que je trouve plus d'entrepreneurs avec qui je peux travailler, et d'une manière ou d'une autre, il faut que ça paye mon loyer. Et après, la question, c'était qu'est-ce que j'ai à offrir en fait. Et à cette époque-là, c'était clairement le no-code. Pour beaucoup d'entrepreneurs, le no-code, ça ouvrait les portes au développement web. Et c'était clairement la clé que j'avais pour travailler avec beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est là que je me suis dit, OK, il faut vraiment que je crée la communauté. Et j'ai juste simplement lancé un groupe Meetup à Zurich d'abord. Donc la Suisse, c'est un peu particulier hein, parce qu'il y a 4 langues officielles. Français, allemand, italien, roman. Roman, je crois il y a 12 personnes qui le parlent. Mais dans tous les cas, français et allemand, c'est vraiment les grosses langues en Suisse. Du coup, moi, j'ai d'abord commencé dans la zone allemande de la Suisse, parce que j'avais juste un plus gros réseau là-bas. Et ça a très vite pris à Zurich. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui s'inscrivaient au Meetup à Zurich. J'ai directement lancé Genève, Lausanne et Berne, donc les quatre. Quel profil les gens qui venaient au meet-up au début? Alors ça c'était hyper intéressant, dans le sens où je m'attendais à voir des entrepreneurs qui savent pas coder. Et en fait, Un petit peu ton profil, quoi. Tu te disais, tu vas avoir des gens ouais, comme toi qui ont exactement. été frustrés du code et des agences et qui veulent lancer leur projet. Exactement. Et il y en avait, oui, mais j'étais très surpris par le fait qu'il y avait beaucoup de software engineers, de gens en fait qui savent déjà coder, mais qui sont là juste par intérêt de savoir, ok, qu'est-ce qui se passe. Et surtout quand tu lances un meetup qui s'appelle No Code et toi dans la vie tu es un codeur, je pense que ça titille un petit peu la curiosité. Du coup, il y avait pas mal de programmeurs qui venaient voir les meetups. Et figure-toi que c'est eux les plus fidèles en fait. C'est eux qui reviennent au meetup à chaque fois. Ok. Et est-ce que c'est intéressant parce que nous, du coup, quand on fait nos meet-up, il y en a un tout petit peu aussi, mais surtout des curieux en fait. Et on ne sait pas vraiment derrière si ils se sont mis au no-code ou pas. Souvent, ce qu'ils nous disent en fait, c'est oui, on vient pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça permet de faire, quels sont les potentiels. Et puis derrière, pour l'instant, on ne sait pas vraiment si on n'a pas encore assez de recul pour voir s'il y en a qui s'y sont mis ou qui utilisent au moins des petites briques par-ci par-là. Toi, est-ce que tu as un petit peu de vision là-dessus, puisque si les gens, tu les suis un peu, est-ce que Mm-hmm. tu as des développeurs qui se sont mis par exemple activement à Bubble? Alors je dis pas qu'ils ont arrêté de développer, hein, je suppose qu'ils font toujours aussi du code, mais tu vois un peu... Ouais. Ouais, alors, euh, j'ai lancé ça, c'était l'année passée en octobre. J'ai dû faire déjà, je pense, 12 événements par là autour. Donc assez actif. Et puis, ce que je remarque très souvent, c'est ceux qui savent pas coder et qui entendent la promesse du no-code, ils viennent, ils entendent ce que c'est, ils se disent waouh, euh, ça va m'ouvrir toutes les portes. Maintenant, j'ai plus besoin de personne, c'est tout bon. Et en fait, ces gens-là, malheureusement, souvent, ils me donnent l'impression qu'ils n'ont pas forcément envie de mettre le travail pour vraiment apprendre à créer du software. Donc, ils viennent, ils se disent, OK, c'est possible. Alors, un petit instant. Pardon, juste le facteur qui est arrivé. non, pas Ouais. de souci. Oui, alors je disais, ouais, ils viennent et après, ils pensent que tout est possible, mais ils sous-estiment beaucoup le travail qui doit être fait parce qu'il y a pas mal d'outils. Si on prend Babel et même Webflow pour certains, ça demande quand même une bonne période d'apprentissage. Et du coup, aussitôt qu'ils commencent, ils sont un peu vite déçus
ils se disent ah zut, du coup c'est pas si facile que ça, et il y en a beaucoup qui abandonnent. Donc ça c'est une impression que j'ai en discutant avec les gens. Souvent ils veulent une solution immédiate, quelque chose qui fonctionne demain et puis qu'ils arrivent à faire tout seuls sans payer qui que ce soit. Et là c'est un petit peu décevant quand ils voient justement que c'est un peu plus difficile que ça. Par contre les programmeurs, eux ils reviennent, ils s'intéressent, ils apprennent, et en fait ce qu'ils font avec Bubble, donc pas tous hein, mais ceux que je vois et que je revois, euh, c'est qu'ils s'intéressent en fait au potentiel pour tester de nouvelles idées. Juste Hmm. faire quelque chose de très rapide. Parce que même eux, tous les programmeurs, ils travaillent beaucoup avec des templates. Ils travaillent beaucoup avec des choses qui sont déjà faites, des choses qui reprennent pour ne pas devoir passer trop de temps sur Bien des sûr. Hein. sur des sottises. Et quand ils voient un outil comme Bubble par exemple, ben, ils sont hyper intéressés. Mais après eux, ils voient aussi les limitations qui reviennent toujours d'ailleurs. Et puis ça, je pense qu'on peut aussi en discuter. Mais Hmm. Ça, c'est intéressant parce que justement, enfin, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que, surtout comme un outil comme Bubble, en fait, où on est quand même assez proche du code en termes de prise en main, enfin, de difficulté d'apprentissage, Ouais. même s'il faut pas du tout autant de temps pour apprendre à maîtriser Bubble qu'il faudrait apprendre pour devenir développeur, mais on est quand même plutôt dans ce spectre-là. Et donc, c'est vrai qu'il faut une certaine résilience, quoi, j'ai envie de dire. Il faut, je veux dire, le métier de développeur, globalement, c'est quand même 90% de ta journée à être frustré, à galérer sur un truc, et puis 10% c'est les petites victoires à dépasser ça. Et ça, c'est vrai autant pour le no-code que pour le code. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est des développeurs, ils ont ça forcément en eux, puisqu'ils l'ont eu en tant que développeurs, alors que peut-être que Exact. des entrepreneurs qui étaient un petit peu séduits par la promesse et que peut-être qu'ils se sont fait des idées aussi, que tout Exact. ça allait être facile, ne vont pas avoir cette résilience. Et c'est vrai que ça, c'est un filtre, on va dire, un peu dans la communauté no-code qui est assez intéressante, quoi. Non, vraiment ça. Et par contre, j'ai l'impression que beaucoup de ces entrepreneurs-là, le jour où ils auront vraiment besoin de programmer quelque chose, ils vont directement se mettre au no-code. C'est juste qu'il y a cette barrière à franchir de motivation versus le rendement que je peux avoir par rapport à l'investissement que je vais mettre. Et celui-ci, peut-être que pour beaucoup, il n'est pas encore assez intéressant, mais quand il va venir, bah, ils vont se mettre au no-code, c'est sûr. Mm. Mais Après, c'est drôle que tu c'est dises, un... excuse, Ouais, c'est drôle vas-y. que tu dises par rapport aux réflexions que les programmeurs ont, et puis ce que peut-être ceux qui ne savent pas coder ne comprennent pas, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu en fait avec mon évolution, dans le sens où j'étais exactement cette personne qui allait vers le programmeur et qui disait hey, j'ai juste besoin de cette fonctionnalité, vas-y fais ça s'il te plaît, ça va juste durer 5 minutes, vas-y s'il te plaît fais ça. Mm. Et j'étais cette personne-là et qui comprenait pas qu'il y avait de la complexité derrière le fait d'ajouter un bouton qui va faire XY. Je pouvais pas comprendre le terme de la dette technique. Je pouvais pas comprendre la structure des bases de données, etc. Et c'est Bubble, en fait, qui m'a, en fait, beaucoup aidé à comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière la machine, quoi. Alors que c'est du Ouais, no-code. Mais c'est là que je moi, je commence à suis comprendre. convaincu qu'il y a, notamment sur Bubble, des vraies vertus pédagogiques, quoi. Parce que Mm, Bubble, c'est tellement une abstraction de tout l'environnement du développeur, comme tu disais, mm, la base de données, la programmation avec les workflows, l'interface avec la partie design, les styles même. Enfin, Bubble offre vraiment une abstraction visuelle à tout ça. Et mm. effectivement, c'est pédagogiquement, je trouve que c'est passionnant. Ça permet de comprendre tout. Et enfin, je pense que des développeurs, ils rêveraient de bosser avec des clients qui connaîtraient déjà un peu Bubble, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Même des développeurs, je veux dire, classiques, hein, parce que ça, ce seraient des gens qui seraient déjà éduqués, quoi. Mhm. C'est ça. Je pense que même toi, demain, si tu devais, tu vois, travailler avec des développeurs pour développer une plateforme ou quelque chose, ton expertise maintenant sur Bubble, elle fait de toi un client parfait pour travailler avec une agence. Et puis tu pourrais faire peut-être déjà un prototype ou quelque chose que tu pourrais leur montrer, ça serait un bien meilleur cahier des charges, quoi. Ça, je pense Alors, qu'on n'y est pas encore dans cette ouais. démarche, mais un jour, je pense que ça peut arriver aussi, quoi. Alors, je pense vraiment avoir, en tout cas, beaucoup mieux compris leur démarche, comment ils travaillent. Parce que maintenant, je dois aussi l'avoir dans ce que je fais. Après, je prétends pas être un programmeur et je prétends pas avoir toutes les connaissances qu'ils ont, pas du tout. Mais si je me compare moi maintenant avec moi il y a 3 ans, euh,
il y a beaucoup plus de compréhension dans le domaine, en tout cas. Ouais, non, j'imagine. Et alors, là, on a pas mal parlé de Bubble. Ouais. Euh, je me posais un peu la question de quels étaient les autres outils que toi tu utilisais, et puis potentiellement qui étaient populaires en Suisse, enfin, Ouais. un petit peu si on élargit un petit peu le zoom du no-code. Mhm. C'est une bonne question. C'est fou parce que tout ce qui est Wix, enfin Wix, tous ces trucs de site web, création de site web, pour moi c'était un petit peu genre c'était standard, tout le monde savait qu'il y avait ces sites. Mais en fait, beaucoup de meet-ups que j'organise, les gens ils viennent et après je leur montre un petit peu les différents outils qu'il y a. Et par exemple, quand je parle de Shopify, il y a beaucoup de gens qui savaient pas que ça existait. Et ils sont hyper contents d'être venus au meet-up parce que maintenant ils savent qu'il y a Shopify. Donc il y a aussi ça dans le no-code, donc la possibilité de faire des online shops en quelques clics. Et il n'y a pas que Bubble qui te permet de programmer toute une application, etc. Du coup, au niveau de la popularité, ben, je pense moins c'est complexe, plus c'est populaire, comme partout. Par contre, ce que tu peux clairement faire, c'est des sortes de clusters par rapport à quelles sont les idées en fait, quelles sont les idées, puis quels sont les clients. Typiquement, un client, par exemple une PME, souvent ce qu'ils veulent faire, c'est juste digitaliser leurs procédures. Donc, Ouais. tu vas partir du principe que tu vas devoir intégrer un outil à des outils existants. Bien sûr, là, tu peux faire ça avec plein d'outils, mais les premiers qui viennent en tête, ça peut être Zapier ou bien peut-être Airtable pour faciliter les choses. Bien sûr. Mais je vais pas commencer directement à dire il faut Bubble. Bubble, il me semble que c'est vraiment une bonne plateforme pour des entrepreneurs, des gens qui veulent lancer un truc et que c'est pas une idée, disons, préfaite. S'ils veulent lancer un produit, quoi, un produit en Voilà. ligne. Je pense que Bubble, pour moi, ça s'applique bien à ça. Tu veux lancer une Exactement. application, mobile Ouais. ou pas mobile, hein, mais une application, quelque chose qui vit en ligne, effectivement. Ouais, entièrement. Mais pas seulement un produit. Il faut que ce soit un produit qui demande la personnalisation. Parce que Ouais, oui, il y ou a un pas mal, outil, il y a pas quoi. mal de plateformes à copier-coller là maintenant. Tu peux même acheter une marketplace et puis après changer les produits que tu vends. Donc il y a pas mal de trucs qui se font déjà. Mais Bubble, c'est vraiment le côté genre, et je crois qu'il l'a dit Emmanuel sur ton podcast, c'était le fait de donner une page blanche à des gens qui veulent programmer quelque chose sans s'embêter avec les codes. Si j'ai bien compris. Ouais, oui, effectivement. Et c'est comme ça que je le vois. Après, en Suisse, justement, il y a pas mal de ces gens-là qui s'intéressent à Bubble. Après, Zapier, cette façon un classique qui permet d'automatiser de faire parler les API entre eux. Donc, un exemple typique, c'est si je reçois une commande d'un client, je dis à mon système de facturation directement d'envoyer la facture, alors que c'est deux outils différents. Tu arrives les faire communiquer avec un Zap, comme ils appellent. Donc ça, c'est aussi très, très populaire. Et à chaque fois que j'en parle dans les meet-ups, il y a tout le monde qui prend des photos, il y a tout le monde qui veut directement essayer. Donc, effectivement, ouais. Zapier, je pense que ça parle à tout le monde, quoi, dans un contexte pro ou même perso, hein, des fois. Hein. Enfin, on peut aussi automatiser des choses. Enfin, on a toujours un cas d'usage, quoi. C'est vrai que nous aussi, quand on montre, les gens tout de suite disent, ah bah tiens, ça, ce truc que je fais 10 fois par jour, ça y est, je vais plus avoir à le faire à la main 10 fois par jour, quoi. Ouais, exactement. Et souvent, en fait, ils ont juste besoin de savoir quels sont les outils qui sont là. En tout cas, en Suisse, c'est pas la question de comment ça marche exactement. La question, c'est, OK, qu'est-ce qu'il y a comme outil? Moi, je veux juste vendre ça. C'est pas une question d'apprentissage. Ils veulent pas être des experts de quelque chose. En tout cas, pas les gens avec qui je parle. Ils ont un problème aujourd'hui, ils veulent le résoudre aujourd'hui. Ok, oui, je vois. Et c'est pour ça Oui, que ils veulent pas Bubble, devenir forcément des no-codeurs, par contre, voilà, ils veulent trouver les solutions techniques pour les problèmes qu'ils ont, quoi. voilà, exactement. Et c'est pour ça que j'ai un problème de rétention euh, avec justement les visiteurs des meetups, parce que très souvent, ils ont un problème très spécifique aujourd'hui qu'ils veulent résoudre. Ils viennent prendre des informations. Aussitôt qu'ils ont des informations, OK, ciao, merci. C'est pas, C'est intéressant, ça. En fait, dans un sens, tu as résolu leurs problèmes, tu leur as voilà. proposé les outils, donc tu as fait ton job, sauf que après, toi, du coup, tu les vois plus jamais, quoi. Mais c'est exactement ça. Et les retours sont tellement positifs à chaque meetup. C'est merci beaucoup, trop content, et c'est tellement cool que je sois venu, etc.
Et après, genre 2-3 emails peut-être, c'était quoi, quel outil qui faisait ça? Quel outil qui faisait ça? Et ils reviennent plus. Et ils font leur truc. C'est drôle que tu dis ça parce qu'en fait, c'est que je m'étais jamais fait la réflexion, mais en fait, je me rends compte que c'est un petit peu le cas chez nous aussi parce que on fait quand même aussi beaucoup d'événements, d'initiation au no-code, etc. Puis il y a beaucoup de gens dont on n'entend plus jamais parler. Ouais. Et en fait, dans un sens, c'est un peu une bonne chose, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé ce qu'ils avaient voulu. Tous ces outils sont quand même souvent très accessibles. Et donc, du coup, derrière, ils ont plus besoin de nous, quoi. C'est ça. Et je pense qu'un outil, c'est pas assez pour relier des gens. Il faut que ça soit quelque chose de plus fort derrière ça. Et c'est là que la différence entre les outils no-code devient assez intéressant. Parce que quelqu'un qui veut maîtriser, disons, Webflow, je pars du principe que c'est pas pour les mêmes ambitions et pour les mêmes idées quelqu'un qui veut maîtriser Bubble. Juste comme exemple. Celui qui veut maîtriser Bubble, tu peux être sûr que c'est un gars qui est plutôt ou bien une femme qui est plutôt dans le domaine de l'entrepreneuriat. Celui qui veut peut-être maîtriser Webflow, bon après ça c'est mes clichés, mais il est plutôt dans le design, peut-être à vendre ses services pour les sites web. Et celui qui veut maîtriser Airtable, il est peut-être plutôt dans le conseil, dans le consultant, dans le consulting de PME ou bien de grosses boîtes. Et j'ai l'impression que c'est ça le problème aussi, c'est que quand j'ai des meet-ups, il y a des gens qui sont tellement différents que c'est difficile de les rallier autour d'un thème. Du coup, j'ai même hésité à changer le nom du meet-up en quelque chose de plus axé sur l'entrepreneuriat, tu vois. Parce que c'est ça au final qui m'intéresse vraiment. Et c'est ça que j'essaie un petit peu de rassembler en Suisse. Je sais pas ce que toi t'as vécu à Paris. Ouais, non, c'est vrai. Hein. Je vois, c'est bien ce que tu veux dire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la communauté des no-codeurs et des gens qui sont comme nous, qui s'intéressent aux outils, qui font des choses avec, qui vendent leurs services, etc. Et puis les gens qui utilisent le no-code pour faire leur projet à un instant T, quoi. Exactement. Et effectivement, c'est vrai que nous, on présente aussi souvent nos ateliers, etc. comme alors soit on peut dire initiation au no-code, mais en vrai ça parle pas forcément beaucoup aux gens. Par contre, on dit apprenez à lancer vous-même votre site ou votre application. Et là, c'est vrai qu'il y a plus d'effet parce que les gens se disent bon, ok, je viens pour apprendre quelque chose, je vais avoir une vraie valeur et pas juste on va me parler d'outils et d'un mouvement no-code. Ouais. Même si nous quand même on essaye un petit peu de parler de ça et d'évangéliser un petit peu là-dessus. Mais la finalité, on est d'accord quand même que c'est de donner la capacité aux gens de faire des choses. Et c'est pas la technique pour la technique, quoi, et discuter du détail, des fonctionnalités de Bubble, etc. Enfin, ça aussi, ça existe, mais c'est un sous-ensemble, j'ai envie de dire, un petit peu ce qui nous rapproche dans cet écosystème, mais le public n'est pas forcément là pour ça, quoi. Alors, perso, moi, je te le déconseille. J'ai fait des workshops Bubble. Il faut vraiment les bonnes personnes dans la salle, hein, parce que ça peut être très très vite décourageant en fait. Et si tu pensais pouvoir faire ton site web après 4 heures et t'as pas envie de vraiment comprendre comment fonctionne une base de données, ça peut être vraiment horrible pour quelqu'un qui voulait avoir son site web. Bah nous c'est vrai que sur Bubble en fait là on travaille actuellement, alors on sait pas quand est-ce qu'on pourra la faire dû aux circonstances actuelles, mais sur une formation plus longue où la promesse c'est pas pour les gens de faire leur application, c'est de devenir développeur Bubble. Mais on s'inscrit plus dans la logique des bootcamps de code, des choses comme ça, quoi. Donc ça va durer plus longtemps. Et effectivement, les gens qui viendront seront soigneusement sélectionnés, on va dire. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que nous, on faisait avant, dans notre vie d'avant, avec Erwan à Saint-Plon. Et vraiment sélectionner des gens qui sont là pour devenir développeurs Bubble. Et pas juste apprendre ce qu'il faut pour faire leur projet, quoi. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas forcément un marché pour ça, quoi. Mais c'est exactement ça. J'adore l'idée, mais il me semble que tu as un gros problème avec un truc, c'est que quand les gens ils te vendent des bootcamps de code, ils te vendent aussi une nouvelle carrière. Absolument. Ils te vendent ces jobs hyper bien payés chez Google, Microsoft, etc. Et quand tu parles de Bubble, c'est vraiment c'est un monde à part, quoi, en fait. Donc je sais pas ce que c'est ta position par rapport à ça. Ah non, c'est intéressant. Nous, en fait, on fait le pari que un jour,
on espère dans pas trop longtemps, en fait, il y aura des offres d'emploi. Il y aura des gens qui vont chercher des développeurs Bubble, quoi. Qu'il va y avoir des boîtes. Il y en a, hein, que ça commence un petit peu, tu vois, des startups où leur produit est fait en Bubble. Tu vois, et donc ils auront besoin de développeurs, de recruter un CTO, des développeurs qui sont spécialisés dans Bubble. Donc c'est un pari sur l'avenir, hein, mais c'est un petit peu ça notre position. Mais c'est pour ça t'as tout à fait raison sur la distinction très claire. Et c'est pour ça que je disais aujourd'hui il n'y a pas de marché, je pense là-dessus, parce que pour l'instant effectivement ça serait une fausse promesse si on disait aux gens venez faire je sais pas une formation de 2 semaines, 3 semaines à Bubble pour devenir développeur Bubble et qu'on leur disait bah vous avez une nouvelle carrière derrière vous. C'est pas vrai. Ce qu'il y a quand même qu'on voit, c'est qu'ils auraient une chance de devenir des freelances. Ça, c'est une première étape. Mais nous, ce qui nous intéresse, on est en France aussi, hein, c'est que derrière, les gens puissent avoir des CDI, enfin, des vrais jobs. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que cette promesse, surtout qu'aujourd'hui, hein, vraiment, le code est omniprésent. Et il y a un petit peu, je trouve qu'il y a un peu une idéalisation. Enfin, même si je suis moi-même développeur, hein, mais il y a un peu une idéalisation du métier de développeur. J'ai un peu participé à ça aussi avec Simplon, hein, mais il y a cette espèce de changer de vie, c'est-à-dire que presque t'as l'impression, je vais un peu caricaturer, mais aujourd'hui t'as raté ta vie si t'es pas développeur ou si tu sais pas coder, quoi. Et ça m'embête un peu, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est pour ça qu'on aimerait arriver aussi à développer un petit peu des métiers de nos codeurs, et je pense que Bubble et Webflow sont les 2 premiers outils qui auront potentiellement des métiers derrière, quoi. On verra. Alors, je te suis sur le pari là et je trouve hyper intéressant. Bon, personne peut voir ce qui va se passer dans l'avenir, mais est-ce que tu penses vraiment que Bubble peut prendre une taille comme ça avec le fait qu'ils rendent chaque application tellement dépendante de leur plateforme? Un énorme vendor lock que tout le monde discute et rediscute. Et tu as toujours l'impression que les gens qui construisent quelque chose, c'est soit pour rester petit ou alors pour bouger ailleurs que Bubble plus tard. Enfin, je te parle de ça comme ça, mais moi, je suis un gros fan de Bubble et je mise beaucoup sur Bubble actuellement avec mon nouvelle agence. Mais c'est quand même une discussion qui revient tout le temps sur la table. C'est une vraie question, hein. C'est une vraie question. Moi, je sais pas. C'est difficile à prévoir, mais bon, tu sais, d'une manière ou d'une autre, on est toujours dépendant d'autres gens, d'autres services, hein, tu vois. Je veux dire, même les développeurs sont dépendants de leurs hébergeurs. Là, maintenant, tout le monde est un peu dépendant d'AWS. Alors ça se manifeste différemment, hein. C'est vrai que comme Bubble, ces plateformes, ils font à la fois l'outil et l'hébergement. T'as une double dépendance, quoi. C'est-à-dire que t'es dépendant de l'outil, et puis ensuite de là où il est hébergé, des conditions de sécurité, des performances. C'est la question qui revient à chaque fois, de toute façon, à chaque meet-up, hein. Hier, on a fait un webinaire, on nous a posé la question à nouveau, hein. Puis les gens posent la question de la propriété intellectuelle, parce qu'il y a aussi un petit peu des mauvaises conceptions, quoi. C'est-à-dire que des gens, des fois, ils se disent ah ok, bah je l'ai fait sur Bubble, ça appartient à Bubble, quoi. Je pense que pas mal de gens ont été traumatisés, à raison, hein, d'ailleurs, avec tous les scandales qu'il y a eu sur Facebook et tous les trucs, tous les mauvais coups que Facebook nous ont fait en s'appropriant les droits de nos photos et ces choses-là. C'est alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas avec des éditeurs comme Bubble, comme Webflow, etc. Ce sont des outils. Donc voilà, je sais pas. On va voir, mais je pense qu'on a eu des signes quand même l'année dernière avec ces levées de fonds qu'ont fait Bubble et Webflow, que quand même c'est des choses qui sont solides, qu'il y a aussi des VC qui misent sur eux. Et j'aime bien le discours d'Emmanuel sur tout ça. Je crois assez à son ambition. Est-ce qu'il y arrivera? En tout cas, ils sont bien placés pour avoir cette ambition un petit peu de devenir le PowerPoint dans 10 ans, d'être un household name, comme il dit, vraiment d'un outil qui est omniprésent, quoi. C'est excellent. Non, en tout cas, je suis en train de parier limite ma vie sur le développement no-code maintenant. Il y a que ça tous les jours, que ça. Je bouffe du no-code tous les jours. Du coup, moi aussi, je suis du coup, parle-nous un petit peu de tes projets, justement. Parle-nous un petit peu là de ce que tu comptes faire là sur côté agence, etc. Ouais. Alors, juste pour faciliter les choses, je mets tout ce que je fais actuellement, je le mets sous le parapluie de mon agence qui s'appelle Huggy Studio. Et Huggy Studio, pourquoi? Parce que c'est le petit clin d'œil à la première plateforme que j'avais lancée avec du no-code qui s'appelait Huggy List. Et le studio, c'est parce qu'il y a plusieurs projets.
Donc, une des grosses forces du no-code, c'est la rapidité d'exécution. Et du coup, maintenant, ce que je fais en fait, c'est je me spécialise dans le lancement de produits. Une fois de plus, il y a différents types de no-code, il y a différents types de spécialisation. Euh, Moi, j'ai envie de travailler avec des entrepreneurs, j'ai envie de travailler avec des gens qui lancent des idées. J'ai pas forcément envie d'aller optimiser des procédures. Du coup, Ok. pour moi, l'outil qui me va le mieux par rapport à ça, bon, il y en a plein, mais le principal, c'est Bubble, du coup. Et ce que je fais actuellement, c'est que j'ai des clients qui lancent des produits, ou alors, dans un cas de figure, il y en a un qui a déjà lancé un produit sur Bubble, mais qui avait encore beaucoup de fonctionnalités à créer, que j'ai repris. Et puis, avec eux, bon, en règle générale, ce qu'on fait, c'est un petit workshop, on design l'application, on met qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et après, ensemble, on l'a créé en quelques semaines. Donc, il y a cette partie-là. Ça, c'est la partie qui paye le salaire, qui paye le loyer. Et l'autre partie, ben, j'essaie de dégager le plus de temps possible pour mes propres projets où je suis pas dirigé par le fait de devoir payer un loyer, mais plutôt par l'idée qu'il y a derrière. Donc, soit le fait d'aider beaucoup de gens ou alors des thèmes qui m'intéressent énormément. Donc, c'est un petit peu un mélange entre agence et puis compagnie builder pour des idées qui sont très subjectives à moi-même, puis pas forcément avec la motivation principale de devenir Rocket Internet ou eFounders, mais plutôt Hmm. d'être indépendant une fois plus avec mes idées, avec mes compétences, mais aussi avec une petite équipe qui ont des compétences très spécialisées dans certains domaines et avec qui on va lancer des petits projets à gauche à droite, Ok, mais à donc chaque fois avec ouais, des choses qu'on aime, quoi. ok, non, c'est hyper intéressant comme modèle. J'ai l'impression que c'est vraiment le no-code est hyper adapté pour ça, quoi. Donc d'un côté, le côté un peu agence, mais en fait, tu vas plus loin qu'une agence parce que tu accompagnes les gens. Vraiment, tu prends leur idée, tu les accompagnes Mhm. de bout en bout et pas juste en tant que, on va dire, prestataire où tu reçois un cahier des charges et puis tu délivres. Clairement. Et puis en parallèle, lancer tes propres idées à toi ou celles que tu as envie Mhm. de lancer sans forcément être payé pour le faire, mais plutôt en pariant sur l'idée, quoi. Exact. Donc si Et tu être, résumes ce que je fais, tous les jours, je fais des lancements de produits. Donc je fais que ça, que des lancements de produits. Je prends des idées, je les design, je monte un concept autour de ça et je lance le produit soit avec le client ou alors seul ou alors avec une équipe. Est-ce que tu veux nous donner un peu des exemples, du coup? Ouais, bien sûr. Alors, deux projets qui me viennent en tête, sans parler de ceux de mes clients. Euh, le premier, c'est alors mon frère est architecte, il a son bureau d'architecture, donc architecture en construction. Et l'année passée, il était venu vers moi, il m'a dit hey, j'ai un énorme problème, j'ai un gros mandat qui va tomber, ce qui est génial. Par contre, j'ai personne à disposition et je sais pas si le mandat il va tenir longtemps parce qu'en fait, ce qui se passe beaucoup dans l'architecture, c'est que ils reçoivent des mandats. Tout d'un coup, 2 mois plus tard, il est bloqué à cause de la commune ou bien de l'administration de manière générale. Tout d'un coup, il y a 3 mois, il n'y a pas d'entrée de fonds, mais on a toujours les salaires à payer. Ensuite, tout d'un coup, ça repart. Il y a 2 projets qui partent en même temps et il y a une énorme fluctuation du travail en fait. Et ce qu'on a fait, c'est une plateforme pour les architectes parce que des deux côtés, il y a des gens qui ont trop d'employés et de l'autre côté, il y a des gens qui n'ont pas assez d'employés pour partager les employés. Donc, Ok. juste une plateforme de partage d'employés pour bureau d'architecture. Et puis maintenant, on a vu que le problème, en fait, était encore plus gros que ça. C'était le fait qu'il y a un gros problème de transparence dans la communication du marché. Du coup, on a monté et on va lancer dans les 2 prochaines semaines une extension à cette idée-là qui est en fait un sorte de réseau professionnel pour architectes pour pouvoir se donner des mandats, mais aussi trouver des jobs, des stagiaires, etc. Donc ça, c'est juste un exemple, par exemple. Ok. Euh, Par rapport, alors il y a le côté technique évidemment dont Mhm. on a bien abordé. En termes de méthodologie, un petit peu, comment tu fais ça? Par exemple, quand vous avez eu cette idée, Mhm. comment vous vous êtes lancé? Est-ce que vous avez fait toute la plateforme tout de suite? Est-ce que vous avez testé l'idée d'abord, un peu en mode lean? Enfin, quelle a été un peu la démarche? Parce que ça m'intéresse pas mal aussi. Ouais. Alors, c'était hyper lean. Donc, d'abord, mon frère m'a dit qu'il était hyper intéressé à trouver des employés comme ça et puis qu'il serait prêt à me payer pour ça. Bon, je me suis dit, super, mais t'es mon frère, du coup, ça compte pas trop. Si je trouve des autres clients, peut-être que je fais. Et ensuite, il m'a donné 30 personnes à appeler
dans son répertoire. C'est des amis architectes à lui. J'ai appelé ces 30 personnes qui m'ont tous dit c'est génial, c'est génial, c'est génial. Deux, trois personnes qui m'ont dit ouais, j'en ai besoin actuellement. Après, je me suis dit, bon, j'avais déjà fait cette erreur en 2013 de prendre une idée où je pense que tout le monde pense que c'est génial et après d'investir beaucoup trop d'argent et de temps dessus alors que personne ne veut me payer. Du coup, je suis retourné vers mon frère, j'ai dit, OK, si je te trouve des employés, tu vas me payer X% de leur salaire. Et il m'a dit, deal. Du coup, on se dit, OK, bon, au moins il y aura de l'argent. Et puis après, en fait, on n'a pas touché la plateforme ni les mockups avant d'avoir eu à peu près 20 candidats sur la table pour mon frère. Et tous ces candidats, on les a eu parce qu'on a appelé des centaines de bureaux. C'était vraiment des semaines à appeler des bureaux. On prenait les numéros sur Internet, puis on appelait. On disait bonjour, on a un bureau qui a besoin d'employés. Est-ce que vous serez disponible à prêter un collaborateur? Et il y a tout le monde qui dit quoi? Prêter un collaborateur? Et pour ceux qui étaient déjà un petit peu informés, parce qu'il y en avait qui le faisaient déjà, eux, c'était plutôt assez chaud. Et puis tout d'un coup, ça a pris un peu. Il y a des gens qui m'ont rappelé après. Il y a des gens qui ont envoyé des emails. Il y a des gens que je connaissais pas qui m'ont appelé, qui m'ont dit hey, j'ai entendu dire que. Et c'est là que ça a pris un petit peu. Et vu qu'à chaque mandat, on se prenait un bon pourcentage, on s'est dit, OK, bon, on part là-dessus et puis on commence à faire les UX. Ok, non, c'est hyper intéressant parce que, enfin, nous, on est convaincus que la technique seule, ça sert à rien. Et donc là, je trouve que c'est un super exemple. Comme quoi, je veux dire, il faut pas se jeter dans Bubble. D'abord, ce qu'il faut, c'est valider ses hypothèses, contacter les gens, voir s'il y a des utilisateurs potentiels. Donc, ouais, non, ça c'est super, Non, super intéressant. là, on a eu vraiment des grosses surprises. Parce que beaucoup disaient, ouais, il n'y a personne qui veut partager un employé. Et du jour au lendemain, il y en a un qui nous a appelé, il nous a dit, hey, vous tombez pile à pic. Voici une liste d'employés. On serait ravis de collaborer. Et là, je me suis dit, OK, il y a vraiment du potentiel là derrière. Mais pour la petite histoire, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est resté lean, l'organisation. Donc, on a continué à apprendre. Et c'est pour ça qu'on monte maintenant une extension. C'est parce qu'on a vu qu'il y avait d'autres problèmes encore plus sérieux liés au fait que les gens voulaient partager des employés. Et puis c'est ça qu'on essaie de résoudre maintenant. Ok, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu avais un autre exemple dont tu voulais parler? Bien sûr. Ben, un exemple hyper récent, là, j'ai passé des très longues heures sur ce projet. Peu dormi ces dernières semaines. Et il s'agit de Ensemble 19, ensemble19.ch. Une idée qui m'est venue dimanche. Donc là, on est quoi? On est vendredi. L'idée est venue dimanche. Dimanche, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Et qu'est-ce que c'est l'idée Ensemble19.ch? Donc, c'est la crise. Ça, je pense que tout le monde le sait. Il y a tous les commerçants en Suisse qui ont dû fermer leurs portes. C'est hyper évident qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite. Il y aura une énorme crise qui va suivre. Au niveau des liquidités actuelles des entreprises, ça doit être un cauchemar. Et beaucoup de gens se posent la question, OK, comment faire? Où trouver du soutien? Actuellement, malheureusement, le gouvernement n'est pas hyper transparent. Ils disent qu'ils vont aider, ils ont débloqué 10 milliards, mais il y a très peu de compréhension sur quand est-ce que ça va tomber, comment ça va fonctionner, etc. Et du coup, l'idée était hyper simple. On s'est dit, OK, peut-être qu'on peut aider en leur proposant une plateforme où ils peuvent vendre des bons pour des consommations futures et éventuellement aussi récolter des dons de la part de leurs clients, des amis, etc. Pour qu'ils puissent, de un, avoir des liquidités immédiates. Après, je dis pas que ça va sauver tous les business de Suisse, mais s'ils arrivent à vendre des bons pour un creux qui dure 1 mois, 2 mois, ou je sais pas combien de mois ça va durer, c'est hyper intéressant au niveau des liquidités. Et le point 2, qui est presque plus important que le point 1, c'est l'aspect solidaire, l'aspect de solidarité. Donner un message très clair aux commerçants qu'ils ne sont pas seuls et puis qu'on pense à eux et puis qu'on a envie de soutenir. Et je pense que rien que pour ça, ça vaut la peine de lancer ce projet. Ouais. Et alors là, vous en êtes où? Quel est le timing? Ouais, alors, du coup, l'idée est venue dimanche. On a lancé la plateforme, je crois que c'était mardi ou mercredi. Je crois mardi soir. Et puis mercredi matin, c'était officiel. On a lancé la plateforme uniquement
en demandant les inscriptions. Donc, on n'a pas dit, OK, venez acheter des bons. On a juste dit, OK, maintenant, vous pouvez vous inscrire en tant que commerçant, donc. Et aujourd'hui, on est prêt à publier la plateforme pour tout le monde. Donc là, on a une cinquantaine d'inscrits déjà, alors qu'on a vraiment fait que de la com presque directe. Donc 50 commerçants. Ouais, 50 commerçants. Ouais, exactement. Donc s'inscrivent, c'est 3 étapes. Ils donnent des informations sur eux, sur leur commerce, les informations de transfert, et ensuite, nous, on passe en revue juste le fait que l'identité soit bien là, enfin celle qui dit être. Et ensuite, une fois que c'est confirmé, le site web, la page du commerce est directement accessible sur le site web et il peut la partager avec tout le monde, tous ses amis, sa page Facebook, etc., pour avoir un petit peu de soutien. Ouais, vous comptez un peu sur eux pour la diffusion, en fait. C'est vrai qu'ils ont tout intérêt à diffuser dans leur cercle, puisque c'est eux qui vont... Mais c'est uniquement ça, leurs clients habitués. Mais c'est vraiment ça, en fait, le truc. On n'essaie pas vous leur offrez la plateforme pour que eux puissent derrière faire leur propre collecte, on va dire, de soutien. Exactement. Très similaire à Patreon. Il y a Patreon. Ouais, okay. On n'essaie pas de dire, grâce à nous, vous avez touché des milliers de francs. Ce qu'on essaie de dire, c'est ça va être très difficile de vendre des bons si vous ne les avez jamais vendus en ligne jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on a l'interdiction de venir dans votre commerce. Donc, comment faire? Premièrement, ça. Deuxièmement, il y en a beaucoup qui essayent de faire des deals, qui mettent des rabais, qui essayent de vendre des concepts pour quand même toucher de l'argent. Et moi, perso, je suis pas du tout convaincu de ça. Parce qu'en période de crise, les gens ne veulent pas dépenser, sauf si c'est par solidarité. Du coup, aussi mettre ce parapluie de solidarité où on dit, OK, c'est une plateforme de solidarité. Si je te donne ce lien sur ma page, c'est parce que j'en ai besoin aujourd'hui, j'ai besoin que tu m'aides. Et c'est ça qu'on essaie d'offrir aux commerçants, en fait. Ok, bah écoute, j'espère que ça va bien fonctionner. Non, c'est une super bonne idée. En fait, j'ai vu quelque chose d'un petit peu similaire. Là, en fait, il y a plein de projets qui se font en no-code. J'essaie de suivre un petit peu. Et j'ai vu, il me semble que c'est des gens à Boston, si je dis pas de bêtises. Mais bon, ça peut être une autre ville aux États-Unis qui ont fait une application spécifiquement pour les restos de cette ville avec Glide, donc qui est un outil qui permet de faire des applications mobiles. Voilà, pour pouvoir acheter des espèces de vouchers, des cartes en avance pour des repas à utiliser évidemment quand le restaurant pourra ouvrir. Donc ça, je trouve ça assez chouette et je trouve que c'est encore une fois une bonne illustration de ce que le no-code permet, quoi. Pour lancer rapidement des choses dans des situations comme ça de crise, même sans compétences techniques, si on a une idée, enfin on peut lancer des choses assez rapidement et qui vont permettre de soutenir, un effort, donc c'est assez super. Non, j'espère que ça va bien marcher. Ouais, et puis juste un petit clin d'œil quand même à tout le groupe de bénévoles. On est 8 derrière. Au début, ça a commencé juste avec la plateforme. On s'est dit la plateforme, ça va suffire. Mais en fait, tous ces commerçants, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de discussion, ils ont besoin de parler avec quelqu'un. Et du coup, maintenant, on a 8 personnes. Il y a 4 personnes qui assument la hotline, des personnes à la communication. Il y a plein de personnes qui viennent nous demander comment aider. Et puis, je veux juste faire un petit clin d'œil là-dessus parce que c'est pas que la plateforme non plus, c'est aussi toute la structure autour du projet qui rend ça possible. Bien sûr, ouais. Non, mais j'ai envie de dire même, c'est la plateforme finalement, c'est le support et il y avait besoin de tes compétences en Bubble pour la faire, mais finalement, c'est pas là où vous concentrez votre effort, j'imagine, puisque comme tu dis, c'est plutôt, je pense que sur les 8 bénévoles, il y a peut-être que toi ou je sais pas, qui travaille sur cette plateforme. Ouais, donc ça représente, alors que s'il fallait la faire développer, il y aurait peut-être besoin de 8 développeurs en plus 8 j'exagère un peu, mais qui travaillent là-dessus et mettraient plus de temps. Alors qu'en fait, l'enjeu, il est aussi sur la communication, comme tu disais, sur le support, rassurer les gens. Il y a aussi peut-être, je pense, un enjeu quand même de sécurité parce qu'il faut vérifier aussi les commerçants qui s'inscrivent. Tout le monde, si moi je commence à m'inscrire pour, je fais une fausse boutique ou alors j'usurpe l'identité d'une boutique de mon quartier que je sais être très populaire. Et ça, c'est les vrais enjeux. Et ça, malheureusement, informatiquement, il y a pas forcément de solution. Par contre, il faut du
du travail manuel. Et donc ça, c'est vous évacuez la question technique et puis les gens peuvent se concentrer sur le travail manuel qui a de la valeur, quoi. Exactement. Manuel qui aussi donne des indications sur qu'est-ce qui peut être automatisé. Mais on peut pas tout automatiser sans connaître les procédures. Et c'est exactement ce qu'on fait en fait. On a une structure qui se développe. La structure qu'on a aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec la structure qu'on avait lundi. C'est en l'espace de 5 jours. Maintenant, c'est hyper professionnel. On a une structure de ligne téléphonique qui est bien réglée. Les procédures de feedback pour les utilisateurs sont aussi réglées. On a du ticketing qui est intégré. Donc, on automatise au fur et à mesure, mais la base, c'est l'humain. C'est comprendre qu'est-ce que le client a besoin. Si le client n'arrive pas à uploader sa carte d'identité sur la plateforme, il faut pas le forcer. Il faut juste lui dire, OK, envoie l'email et puis on va voir ce qu'on peut faire par rapport à la plateforme. Mais ouais, c'est l'humain d'abord. Ouais, bon, bah c'est encore un super exemple. Pour finir un peu là-dessus, et puis de toute façon on va pas tarder à finir le podcast. C'est vrai que sur cette situation de crise, je voulais avoir un peu ton avis sur ce qui va se passer derrière, parce que moi j'ai l'impression que là j'écoutais encore Jean de la Roche-Brochard par exemple, qui est un investisseur là, qui s'occupe de Kima Ventures en France. Il parle pas mal en ce moment et il disait là la situation va être très compliquée dans les mois à venir. Plus personne ne pourra lever de fonds probablement avant la fin de l'année. Il donnait des conseils aux startups qui venaient de lever ou qui avaient déjà levé. Enfin, voilà, par rapport probablement aux équipes qu'il allait falloir réduire. Je pense que malheureusement, il va y avoir beaucoup de chômage. Comme tu disais, il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite. Et moi, je me demandais quel pourrait être l'impact un petit peu de ces outils no-code là-dedans. Parce que moi, j'ai l'impression que ça va peut-être être juste un moyen de réduire un peu les coûts. C'est-à-dire pour ces gens qui potentiellement voudraient lancer des nouveaux projets, puisqu'ils auront peut-être du temps, malheureusement, ou qu'ils auront une idée sur laquelle ils travaillaient, puis que les investisseurs se seraient retirés, auraient décliné leur participation et ce genre de choses. Je me dis que peut-être les no-code va permettre des solutions. Les gens vont pouvoir quand même, malgré tout, faire des choses de manière plus lean, être plus frugal, mais pouvoir un petit peu lancer des choses, quoi. Je sais pas, je voulais un petit peu ton avis là-dessus. Ouais. Ça va un peu dans la direction que tu viens de décrire. Pour moi, il y a une chose qui est hyper claire. C'est le no-code. Bon, après, moi, c'est mon gros focus, c'est l'entrepreneuriat. C'est les gens qui lancent des projets pour faire changer quelque chose, pour améliorer la situation d'un groupe de personnes, ou bien peut-être même d'une seule personne maintenant avec le no-code. Et le no-code, ça réduit les barrières, c'est incroyable. Et vu que ça réduit les barrières, il y aura plus de ces startups, il y aura plus de ces solutions. Et du coup, la crise, je trouve qu'elle montre déjà maintenant ce qui se passe. On a la crise qui commence et il y a des centaines de solutions no-code qui sortent de nulle part parce que ces gens-là ont la possibilité de créer très rapidement une solution. Et c'est ça au final, parce qu'on parle de no-code, mais au final c'est du code derrière. Mais qu'est-ce que le no-code vraiment? C'est la facilité de création en fait. Et la facilité de création, ça veut dire plus de personnes qui créent. Plus de personnes qui créent, ça veut dire plus de solutions à des problèmes et peut-être même à des problèmes qui m'intéressent pas moi, mais vu que quelqu'un d'autre peut le faire pour lui-même, ça va être créé très rapidement. Donc je pense que la crise, comme toutes les crises, ça donne beaucoup d'idées. Ça donne beaucoup d'idées. Et la seule différence qu'il y a maintenant par rapport à la crise, disons, de la finance, il y a, disons, la autre crise à l'époque, c'est que maintenant les idées sont plus facilement réalisables. Du coup, on verra plus de solutions émerger et ça, c'est super excitant. Ouais, bah écoute, on va voir tout ça, mais je suis assez d'accord avec ton analyse et puis on essaiera d'encourager ça et justement que les gens au moins puissent mettre à profit cette créativité qui naît un petit peu de la contrainte de cette situation difficile, quoi. Ouais. Bon, ils n'ont pas le choix en fait, c'est ça le truc. Tout à fait. Ouais. Malheureusement, maintenant, pour beaucoup de personnes, c'est des situations. Là, par exemple, la plateforme qu'on lance en 2019, je la vois pas comme un projet hobby. Je le vois comme presque une responsabilité. Je peux créer une plateforme. J'ai une équipe avec qui on peut assister tous ces commerçants. Peut-être qu'on va pas en aider beaucoup, mais si on aide déjà 10,
c'est 10 commerçants qu'on aura aidés qui n'auraient pas eu de solution sans nous. Et ça, c'est aussi le no-code qui permet ça, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Écoute, c'était super intéressant toute cette discussion. J'ai une dernière petite question. Alors, c'est la question qu'on pose à chacun de nos invités, savoir si tu as un side project auquel tu penses. Alors, toi, c'est un petit peu ton activité quasiment, puisque tu lances des projets. Mais alors, du coup, ça m'intéresse quand même de savoir un projet dont tu as l'idée, que tu n'as pas encore fait, sur lequel tu travailles pas encore. Ouais. Voilà, c'est une bonne question. C'est une bonne question d'exclure le fait que je travaille pas encore dessus. Alors, il y a une chose qui me vient directement en tête. Alors, d'origine, je viens d'Érythrée, en fait. Donc d'Afrique. Et j'ai vraiment envie de me rapprocher du continent. Et une fois de plus, j'adore travailler avec des entrepreneurs. Du coup, si je veux dire une idée qui m'excite beaucoup, mais sur laquelle je ne travaille pas encore, c'est l'idée de combiner Huggy Studio, donc cette l'agence que je suis en train de lancer, avec l'idée d'innover en permanence, et le fait d'innover en permanence avec des entrepreneurs africains, donc basés en Afrique, avec des problèmes qui touchent pas des centaines de personnes dans une entreprise, mais des milliers, des millions de personnes dans la vie de tous les jours. Donc je pense que c'est ça, un projet qui me titille de plus en plus, mais je suis juste là en train de me dire peut-être plus tard, pas maintenant, parce qu'il y a déjà tellement de projets sur la table. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je vais faire de tôt ou tard, quoi. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est vrai que c'est vraiment une des promesses du no-code, un petit peu comme le disait Emmanuel dans le premier épisode, en donnant la possibilité, enfin vraiment en baissant les barrières d'accès à la création numérique, on peut adresser des problématiques qui ne touchent pas 100 millions de personnes comme l'espèrent tous les VC du monde, mais plutôt résoudre un problème qui touche 1000 personnes, 2000 personnes, 10 000, et vraiment des problèmes locaux qui sont très utiles et qu'on peut résoudre beaucoup plus facilement en n'ayant pas des coûts d'accès à la technologie aussi importants que ça a pu être le cas avec le développement et le code, quoi. Ouais, absolument. Moi, je crois beaucoup à ça. Ouais. Après, en Afrique, tu as quand même d'autres challenges. D'autres problématiques. Ouais, t'as d'autres challenges. Là, on a fait un petit mois au Rwanda et puis en Ouganda il y a quelques mois, juste avant la crise d'ailleurs. Et déjà, ils ont tous deux téléphones. Parce qu'il y a un téléphone pour Internet, un téléphone pour la téléphonie, et ça, c'est juste normal. Ok. Ouais, c'est plein de petits trucs qui sont hyper différents d'ici, tu vois. Et l'Internet, par exemple, au Rwanda, hyper rapide, tout fonctionne très bien. Quand tu vas en Ouganda, tout d'un coup, c'est tout un autre régime, il y a tout qui change. Et c'est quand même des challenges où tu te dis, ok, tu peux pas juste aller avec une solution, il faut bien comprendre la culture avant, et puis je pense que le no-code il peut aider à mieux parler à certains groupes, mais d'abord il faut bien les comprendre, et c'est ça qui m'excite aussi. Ouais, non, bien sûr, ouais. Non, j'avais entendu qu'effectivement au Rwanda ils avaient beaucoup investi dans les technologies. Tu peux aussi comme au Kenya, enfin il y a des endroits où il y a des hubs un peu d'innovation hyper intéressants. Mais ça c'est des choses qui m'intéresseraient. Le Rwanda, tiens-nous au courant. Le cerveau. C'est vrai, écoute, moi c'est un sujet aussi qui m'intéresse depuis quelque temps, donc quand tu réfléchis à faire des choses là-bas, tiens-nous au courant, et puis on verra si on peut pas aller faire des choses ensemble, ça serait chouette. Top. Merci encore, beaucoup. C'était hyper cool. Et cool. Encore félicitations, c'est génial ce que vous faites, et à très bientôt. Ouais. Et attends, dernière question, où est-ce que les gens peuvent te suivre du coup pour en savoir un peu plus sur ce que tu fais? Je mettrai les liens de toute façon aussi dans la description de l'article, mais... Alors, j'ai effacé absolument tous mes réseaux sociaux à part LinkedIn. Donc, j'ai plus que LinkedIn. Daniel ABB. L'agence est toute nouvelle, elle sera pas encore sur mon LinkedIn. Je vais devoir adapter ça. L'agence s'appelle Huggy Studio. Huggy comme Huggy les bons tuyaux, et studio.com. Ok. Super. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi, Alexis. À bientôt. Ciao, tout le monde.